Combien d'entre nous avons eu des difficultés financières sur les 10 dernières années? Combien d'entre nous se sont dit: «OK, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça» et combien d'entre nous, aujourd'hui, commencent seulement à créer une nouvelle santé financière? Aujourd'hui, on va parler d'argent et je vais vous donner des tips qui m'aident encore à me reconstruire financièrement. Avant toute chose, hello les amours! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Feel Positive et aujourd'hui, on va parler de money, money, money. Sujet très touchy, qu'on se le dise en France. Alors, je dis en France parce que en Angleterre, je ne trouve pas que ça soit un sujet assez touchy. On parle assez librement d'argent, je trouve. Mais en France, ça reste quelque chose de très tabou et on en avait parlé justement avec Sandrine Ponsard, hypnothérapeute, qui est spécialisée, justement avec le rapport à l'argent. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus et de déconstruire votre rapport à l'argent, n'hésitez pas à écouter mon épisode de podcast que j'ai fait avec Sandrine Ponsard, épisode Feel Good. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'argent, mais aussi vous donner des tips sur comment j'ai réussi et comment je continue à me reconstruire financièrement. Parce que ce qu'on se le dise, je n'ai jamais menti là-dessus. Si vous m'écoutez depuis le début, je vous le dis tout le temps. Clairement, j'ai eu un très 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 mauvais rapport à l'argent et ça pendant des années. Et ça vient aussi du fait est que dans ma famille, et bah forcément, je viens pas d'une famille qui a beaucoup d'argent, famille très moderne. Hem, j'ai vu ma mère faire beaucoup de boulot, ma mère était mère célibataire. Enfin, l'argent a été toujours un sujet assez touchy dans ma famille, dans le sens où, bah, on a eu ces périodes où, voilà, on a galéré et que on sait ce que c'est de, voilà, de devoir payer ses factures, en fait. Donc j'ai connu ça, j'ai connu moi-même à mon propre niveau des périodes très difficiles avec l'argent et c'est pour ça aujourd'hui je veux vous partager mes leçons sur, voilà, les choses que j'aurais aimé savoir, quand j'étais plus jeune pour pouvoir me construire financièrement, et avoir une bonne santé, en fait, financière. Et je dis ça parce que je sais que j'ai quand même aussi une très jeune audience de podcasts. Alors, je pense que j'ai ma plus grosse audience est entre les 25-35 ans, 25-40 ans, 45 ans, mais aussi il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus jeunes qui m'écoutent, qui sont encore ados, entre 13 et 18 ans. J'ai découvert ça là récemment en regardant mes stats. Donc pour toutes ces personnes-là qui sont encore très jeunes, cette jeune génération, je trouve que c'est un épisode qui vont vous aider en fait à prendre les bonnes décisions, si j'ai envie de dire, pour lorsque vous allez grandir du moins. Parce que c'est des conseils que je vais vous donner que moi je n'ai pas eu et que j'aurais aimé avoir. Et pour vous dire, je me reconstruis financièrement simplement depuis ces 5 dernières années. 5 dernières années seulement. J'ai 31 ans. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'argent, bah, bon ça va faire 6 ans maintenant, pendant le Covid. Vraiment à me reconstruire financièrement pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, c'est le moment où en fait, bah, vous ne sortez pas, il y avait on pouvait pas sortir, donc on consommait pas pareil. Donc clairement, je pouvais garder plus mon argent et c'est là où j'ai réfléchi beaucoup, je me suis éduquée, enfin bref, je vais vous en parler dans les tips, mais ça fait simplement du coup 6 ans, que je me reconstruis financièrement et que je prête attention à toutes ces choses-là. Et 6 ans, c'est pas beaucoup. J'aurais pu commencer plus tôt, mais j'ai pas eu cette possibilité. Donc c'est pour ça que je vais vous donner, 10 tips que vous pouvez intégrer dans votre vie et voir si, en fait, vous les faites déjà. Si vous ne les faites pas, vous pouvez les intégrer et si vous les faites déjà, c'est encore mieux. Voilà. Donc mon premier tips que j'ai pour vous, c'est vraiment, on a l'impression que c'est évident, mais c'est peut-être pas forcément évident pour une très jeune audience. C'est d'ouvrir un compte en banque dès que vous percevez de l'argent. Donc, tous les gens qui ont, bah, justement de plus de 18 ans ou qui ont 18 ans vont dire: «Bah oui, bah, c'est la base». Mais par contre, c'est pas forcément la base. Justement, quand on est jeune, en France, on peut commencer à travailler à partir de 16 ans, à faire des petits boulots comme babysitting ou quoi que ce soit. On n'a peut-être pas forcément de compte en banque si nos parents n'ont pas ouvert de compte en banque pour vous. Moi, je sais que j'ai eu la chance que ma mère elle avait déjà créé un compte en banque pour mes sœurs et moi,
Mais je sais qu'il y a des jeunes et encore aujourd'hui j'entends qui ont 16 ans, qui sont très motivés et surtout je trouve que là, il y a 2 écoles dans la génération, qui nous poursuit. C'est que on a les personnes qui sont assez lazy, qui vont dire ouais, qui sont: «Ouais, j'ai pas envie de travailler», tout ça et qui veulent gagner des millions sans travailler et vous avez l'autre, bah, justement l'autre école qui sont: «Ouais, je suis super motivée, je veux créer mon business», ils veulent commencer à travailler tôt et ça, c'est génial. Et pour toutes ces personnes-là, bon, je pense qu'ils savent qu'ils doivent créer un compte en banque, bien évidemment, mais pour ceux qui ne savent pas forcément s'y prendre, eh ben, c'est difficile quand vous n'avez pas forcément les parents qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Parce que quand je vous parle de tout ce que je vous dis, c'est que j'essaye d'évaluer toutes les situations. Pas forcément les situations où c'est évident. Non, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, il y a des personnes, des adolescents qui se débrouillent seuls, qui savent pas forcément comment s'en sortir et qui cherchent justement des conseils pour s'en sortir. Donc si vous n'avez pas encore de compte en banque et que vous avez 16 ans par exemple et que vous êtes super intéressé de commencer à travailler ou quoi que ce soit, eh ben, vous pouvez vous ouvrir un compte en banque très facilement sur internet. Vous pouvez Il y a Revolut que moi j'adore, que j'utilise partout, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous en agence ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de banques en ligne que vous pouvez utiliser. Donc pour toutes les personnes qui ont pas forcément des parents qui sont là pour eux, pour les aider, pour pouvoir les guider, eh bien, cherchez de l'aide sur internet, regardez comment vous pouvez faire ce genre de choses parce que ça a l'air simple et évident, mais pas forcément pour tout le monde qu'on n'a pas cette possibilité-là et qu'on n'a pas eu de guidance. Et pourquoi c'est important d'avoir un compte en banque? Parce que déjà, c'est un peu votre porte d'entrée financière, je trouve. À partir du moment que vous avez votre compte en banque, vous pouvez tout faire. C'est là que vous allez pouvoir commencer à, à identifier, OK, quels sont vos goals financiers, mais où vous voulez aller et que, bah, vous allez attirer également l'abondance financière à vous dans le sens où, à partir de là, vous pouvez recevoir de l'argent sous virement, sous transfert, en fait et pas forcément que du cash. Ça, c'est mon premier tip tout simple que la majorité d'entre nous connaissent. Deuxième tip, c'est que vous devez identifier vos goals en termes financiers. C'est-à-dire que, OK, on veut tous gagner de l'argent. Mais pourquoi on veut gagner de l'argent? Ça a l'air, encore une fois, évident, mais non, en fait, c'est pas évident. Gagner de l'argent, OK. Quand vous avez un salaire, vous gagnez de l'argent. Mais il y a gagner de l'argent pour une raison précise et gagner de l'argent juste pour avoir de l'argent pour pouvoir se payer ses factures. Mais au-delà de payer ses factures, il faut se dire: «Pourquoi en fait je veux gagner de l'argent?» Et c'est pourquoi que quand vous avez une vision, ça va nourrir cela. Ça va vous permettre de savoir quels sont vos goals, quels sont vos objectifs en termes financiers. Donc, est-ce que vous souhaitez vous payer une maison, être propriétaire quand vous êtes plus vieux? Est-ce que vous souhaitez en fait avoir de gagner de l'argent, avoir plus d'argent parce que vous souhaitez vous assurer de une retraite quand vous êtes plus vieux aussi? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez payer la retraite à vos parents? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez aider un proche financièrement? Est-ce que c'est parce que vous avez envie d'acheter quelque chose de précis? En fait, identifiez vos goals financiers. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous souhaitez atteindre financièrement parlant et qu'aujourd'hui vous n'avez pas? Je trouve que c'est super important, c'est quelque chose qu'il faut se dire et c'est quelque chose que moi je n'avais pas fait auparavant quand j'étais plus jeune. Et c'est que, bah, justement quand je vous ai dit il y a 6 ans que j'ai commencé à faire ce genre de choses, à me dire: «Mais en fait, voilà, voici ce que je veux accomplir, donc pour accomplir à ça, 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 il faut que je fasse ci, ça, ça». Donc les goals financiers, ça prend pas trop de temps à faire. Clairement, vous vous posez un moment, vous vous posez, vous prenez une feuille et un stylo et vous écrivez vos goals financiers. Qu'est-ce que vous souhaitez, quand vous serez plus grand? Ensuite, mon troisième tips pour vous, c'est de identifier vos croyances limitantes face à l'argent. Ça, c'est encore une fois, quelque chose qu'on ne pense pas, mais identifier mes croyances limitantes face à l'argent, ça a été un game changer. Encore une fois, le mindset, c'est la base de tout et j'avais énormément de croyances limitantes face à l'argent. Comme le fait est que, bah, justement, l'argent ne pousse pas dans les arbres, qu'il faut ultra travailler dur pour pouvoir gagner de l'argent, tout ce genre de choses et c'est surtout que moi, j'avais un gros background justement venant de ma famille où, bah, dans ma famille, on n'a pas eu énormément d'argent non plus. Donc il y a tellement de choses au niveau de l'argent que j'ai dû déconstruire et que
que du coup, il fallait que je le voie comme un ami et pas comme mon ennemi parce que je voyais l'argent vraiment comme mon ennemi. À chaque fois que j'avais une facture, j'étais là: «Oh non, oh non». J'avais cette anxiété, cette angoisse de regarder mon compte en banque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça, c'est super important parce que quand vous identifiez ce genre de schéma répétitif, quand vous identifiez ces peurs, ces croyances limitantes et que vous travaillez là-dessus, ça va vous permettre justement de débloquer votre subconscient et de reprogrammer avec des croyances positives pour avancer positivement à ce sujet-là. Et l'un ne va pas sans l'autre, hein. Je dis ça parce que, par exemple, si vous avez justement des goals, je ne sais pas, d'acheter une maison ou je ne sais pas, d'avoir plus d'argent pour pouvoir, voyager, ou faire faire une carrière professionnelle et faire que des voyages, mais qu'aujourd'hui vous avez des croyances limitantes, ultra fortes, et ben, jamais vous allez réussir à atteindre ces goals-là. Parce que ces croyances limitantes sont si fortes qu'elles vous empêchent d'avancer vers ces goals-là. Donc il faut identifier vos croyances limitantes, les déconstruire avant de se dire: «Bon, bah, je veux faire ci, ça», parce que quand bien même que vous voulez faire les choses bien, avec des croyances limitantes, bah, malheureusement, surtout face à l'argent, vous pouvez pas aller très loin. Donc j'ai un épisode sur les croyances limitantes, je vous le mettrai également aussi en description. Comme ça, vous pouvez travailler sur, utiliser ma méthode que je fais pour pouvoir travailler sur vos croyances limitantes face à l'argent. Ensuite, mon quatrième tips pour vous, c'est d'ouvrir en fait différents comptes en banque, d'avoir plusieurs cartes. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Donc moi aujourd'hui, alors j'habite en Angleterre, c'est aussi différent que la France. En Angleterre, on fait la différence entre les cartes de débit et les cartes de crédit. Ça fonctionne comme aux États-Unis en fait. Et en fait, on a les cartes de crédit qui sont en fait comme des cartes de prêt, si je puis dire. C'est-à-dire que avec les cartes de crédit, vous avez un montant spécifique, unique, qui vous est attitré en fonction de votre situation et que vous pouvez utiliser dans cette carte. C'est-à-dire que vous avez déjà de l'argent qu'on vous a prêté et que vous pouvez utiliser. Et tous les mois, vous devez rembourser l'argent que vous avez utilisé dans cette carte de crédit. Donc ça fonctionne en fait comme un prêt. Mais pourquoi on fait la différence? C'est qu'en fait en Angleterre, on a un credit score comme aux États-Unis. Donc pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est que le credit score, le score de crédit, c'est en fait un score sur en anglais c'est sur 710 que vous avez, que les banques, les entités financières vont regarder pour savoir si vous êtes éligible et que si vous êtes, une personne viable pour pouvoir repayer un prêt, par exemple, si vous souhaitez acheter une maison, si vous souhaitez acheter une voiture et cetera. Donc en fait, ça permet aux entités financières de pouvoir voir votre éligibilité à repayer, votre éligibilité au repaiement. Parce que si vous repayez votre carte de crédit tous les mois sans aucun problème, ça montre que vous êtes capable d'assumer un prêt. Donc en Angleterre, avoir une carte de crédit, c'est bien dans ce sens-là parce que ça permet d'augmenter votre credit score. Ça, par exemple, je ne le savais pas quand je suis arrivée en Angleterre, j'avais aucune connaissance. J'ai commencé à justement contracter une carte de crédit simplement quand j'ai commencé à sortir avec mon chéri, puisqu'il est anglais et que c'est lui qui m'a un peu tout appris à ce niveau-là. Donc du coup, bon, ça c'est un exemple différent par rapport de crédit, mais ce que je voulais dire, c'est que avoir aussi différents comptes en banque et différentes cartes bancaires, ça vous permet aussi de, pouvoir disperser votre argent et de pas tout mettre entre guillemets «tout dans le même panier». Dans le sens où vous allez avoir votre carte principale. Votre carte principale, c'est peut-être celle où vous allez recevoir votre salaire et payer vos factures, mais par exemple, vous pouvez avoir une autre carte où vous faites justement vous ouvrez un compte, ça s'appelle comment les comptes en France? Oh, je sais pas. C'est PIE le PEL? Je sais pas si ça existe encore. Genre un PEL où vous allez peut-être avoir votre compte épargne, où vous allez vous allez créer un compte, spécifique aux vacances pour ne pas en fait avoir sur votre carte principale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous êtes une personne qui a été comment dire? Dépensière auparavant ou qui peut-être peut prendre de l'argent souvent sur vos comptes épargne, et ben, ça vous évite de voir que vous avez de l'argent de côté. Je vous dis ça
en connaissance de cause. Moi, par exemple, il y a très longtemps, j'étais une impulsive buyer, une acheteuse compulsive. J'étais une acheteuse compulsive, c'est-à-dire que j'achetais et j'achetais des choses que j'avais pas forcément besoin, genre j'avais des vêtements que je n'ai jamais mis et que j'avais encore au bout de 3 ans et je me dis: «Mais Andy, pourquoi tu as fait ça?» Clairement, si vous êtes quelqu'un comme ça, il faut vraiment, vraiment arrêter parce que je vous jure, je regrette trop toutes les choses que j'ai achetées et que je me dis: «Mais c'est des choses que j'aurais pu éviter d'acheter parce que je m'en suis jamais servie, j'ai jamais mis et aujourd'hui, c'était de l'argent gâché». Voilà. Donc, merci Dieu que je suis plus cette acheteuse compulsive, mais si vous êtes le type de personne qui, par exemple, si vous avez de l'argent, vous avez votre compte bancaire et que vous avez aussi votre compte épargne dans la même carte, dans la même banque et que souvent, bah, vous avez cette tendance à piocher dans votre compte épargne. Ce que je conseille et ce que je fais, c'est qu'en fait, par exemple, j'ai ma carte Revolut qui me sert de second compte pour mes vacances, mais aussi qui me sert pour pouvoir transférer, de l'argent pour, un autre compte épargne, de safety. Par exemple, dans mon compte Revolut, je vais avoir mon emergency fund et c'est quoi mon attendez, j'ai mon compte de précaution et en fait, mon compte de précaution, c'est le compte qu'il faut avoir avant de faire tout autre saving, avant de faire toute autre économie, selon moi. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois, je fais des virements dans ce compte de précaution et ça va sur mon compte de Revolut et pas mon compte courant. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon compte courant, j'ai aussi la possibilité de voir un autre compte épargne, mais quand je mets de l'argent dans cet autre compte épargne, je me dis: «Ah bah, j'ai mon argent dans mon autre compte épargne, donc je peux le prendre». Donc ça, c'est une mauvaise habitude que j'ai fait pendant des années. Du coup, pour pouvoir contrer cette habitude, ce que j'ai fait, c'est que, bah, du coup, j'ai mon compte de précaution ailleurs et je fais un virement automatique. Du coup, je ne vois pas ce virement automatique et vu que je n'ouvre pas souvent ma carte Revolut et bah, au moins j'ai pas cette tendance à faire des virements, à reprendre de l'argent. Donc cet argent, elle part sans que moi que je vois. Donc en fait, automatiser, c'est important. Donc je vais vous en parler en fait dans un autre tips, mais mais voilà. Bref. Et du coup, ouvrir d'autres comptes, pourquoi c'est aussi important? C'est-à-dire que si vous avez un objectif comme acheter une maison, vous pouvez, ouvrir un compte exprès où vous n'avez pas cette possibilité de prendre de l'argent. Donc c'est pour ça que je dis c'est bien d'avoir plusieurs comptes. Par exemple, en fonction de vos objectifs. Un compte, je veux acheter une maison. Bah, peut-être que vous allez ouvrir un compte, bah, je pense que c'est toujours un PEL en France. En Angleterre, on appelle ça un ISA. Et avoir un ISA, c'est un compte où vous n'allez pas pouvoir récupérer de l'argent jusqu'à ce que vous faites une demande à la banque, par exemple. Donc, vous ouvrez un ISA, un PEL pour votre maison. Comme ça, vous faites un virement automatique qui va aller dans ce compte-là. Vous souhaitez faire le tour du monde, vous souhaitez avoir, je ne sais pas, tant d'argent pour un voyage précis, vous faites un compte, je ne sais pas, sur votre Revolut, et comme ça, vous envoyez de l'argent sur ce compte-là. Mais avant tout ça, ce que je conseille, c'est de créer une épargne de précaution. L'épargne de précaution dont je vous ai parlé, c'est en fait cette épargne qui vous permettra de pouvoir en fait, avoir cette safety, cette sécurité s'il y a quelque chose qui arrive. Si je sais pas, votre voiture elle se casse ou si vous perdez votre emploi, il faut avoir quelque chose de safety. Je n'ai jamais eu ça auparavant. J'ai été quelqu'un qui avait énormément de mal à mettre de côté. Je vais pas vous mentir. Franchement, c'est pour ça que je vous fais cet épisode parce que c'est vraiment des choses que j'aurais voulu savoir dans ma vingtaine et que j'ai appris simplement il y a 5 ans. Donc, si j'avais eu cette épargne de précaution il y a longtemps, j'aurais, vraiment, été, ça m'aurait en fait, complètement, évité certaines galères. Et en fait, on dit souvent qu'il faut au moins jusqu'à 4 mois à 6 mois d'épargne de précaution, c'est-à-dire qui correspond à votre salaire. Mais tout dépend de votre salaire aussi, tout dépend de votre situation. Le but, je dirais, c'est de commencer au moins à arriver à mettre de l'argent dans cette épargne de précaution. Peu importe si c'est 10 €, 20 €, 30 €, 40 € par mois, c'est de commencer par quelque chose. Commencer par quelque chose pour vous dire que, OK,
j'y arrive. Je fais ça constamment. D'accord? Donc après que vous avez créé votre épargne de précaution, là, vous pensez à mettre de côté pour vos différents objectifs. C'est en tout cas comme ça que moi je le fais et c'est comme ça que, je pense qui est le mieux. Parce que pourquoi commencer à mettre de l'argent de côté pour vos objectifs, si votre épargne de précaution n'est pas, en fait, accomplie? Ça, c'est mon tip 4. Mon tip number 5, c'est de créer un budget. La base de base en termes financiers. Le budget, c'est vous pouvez pas, en fait, commencer à, à vouloir être stable financièrement sans avoir un budget. Vous devez savoir ce qui rentre dans votre compte et ce qui sort. Donc vous devez savoir, vos variables, vos factures fixes, et ce qui rentre tout simplement. Donc un budget, franchement, c'est ultra simple à faire. Vous pouvez trouver des templates sur internet, vous pouvez créer votre propre budget. Moi, personnellement, j'ai créé mon propre budget parce que j'ai préféré le faire en fonction de comment je fonctionne. Et il est très, très simple. C'est un tableau Excel. J'ai mon salaire d'un côté et j'utilise des formules. Donc j'ai les fixes, les variables et total fixe et variable. Total fixe simplement, total, variable simplement. Parce que vu que mes variables, varie et ben, je change tous les mois et en fait, je me suis fait un rituel, donc tous les dimanches, je me pose 15 minutes simplement pour me faire mon money ritual, moment, où c'est un moment où je me pose simplement pour regarder un peu où j'en suis financièrement et cetera. Ça, c'est des choses que j'ai implémentées simplement récemment. Donc, du coup, je trouve que c'est important de se créer un budget. Avoir une visibilité sur ce qui rentre, ce qui sort et ça vous donne aussi une visibilité sur est-ce que peut-être, bah, votre salaire est assez suffisant en fonction de ce que vous consommez? Et peut-être aussi si ça vous donne une visibilité sur est-ce que vous consommez peut-être trop? Quand je dis consommer, c'est en termes de facture. Est-ce que peut-être votre, électricité est trop chère? Est-ce que votre, forfait est trop cher? Est-ce que, je sais pas, quoi d'autre comme on a est-ce que vous payez trop, votre, bah, lot, je sais pas. Donc en fait, ça vous permet de voir peut-être, OK, je peux peut-être changer de deal, chercher des deals qui sont moins chers pour réduire mes factures d'électricité et tout. Vraiment, ça change tout et une chose qu'on fait souvent avec Jay, c'est que, bah, on regarde tout le temps les deals et en fait, je reçois une newsletter de ce qui s'appelle, Top the Market or whatever, je me souviens plus en anglais c'est quoi. Mais en gros, ça à chaque fois, ça m'envoie une newsletter de c'est quoi les meilleurs deals en termes, bah, d'électricité, en termes de broadband, internet et cetera et ça me permet de me dire: «Bah, peut-être qu'on devrait changer notre contrat parce qu'on paye trop cher» et surtout, c'est que quand vous changez vos contrats, par exemple simplement internet, votre, votre contracteur actuel, il veut pas que vous partez, donc il va essayer de négocier et vous trouver un meilleur deal. Donc c'est toujours tout à votre avantage. Ça prend simplement un petit peu de temps de pouvoir appeler et cetera mais au moins vous gagnez quand même des sous en plus et c'est pas négligeable. Aujourd'hui, en 2026, 10 € de différence, c'est pas rien. Clairement, ça fait toute une différence parce qu'avec l'inflation, je peux vous dire que quand on gagne 10 € sur une facture, on est bien content. Donc créez un budget pour avoir une visibilité sur ce qui rentre et ce qui sort. Et aussi quand je dis dans votre budget, créez un budget de dette. Si vous avez aujourd'hui des dettes, bah, des prêts, vous incorporez dans ce budget. Et ce que je conseille, c'est aussi de faire un autre onglet dans votre Excel avec justement un plan de dette. Comment rembourser bah, vos dettes. Cherchez ce qui est le mieux. Est-ce que peut-être si vous souhaitez, je sais pas, on va dire, rembourser votre dette plus rapidement, est-ce que vous pouvez mettre un peu plus d'argent? Est-ce que vous pouvez regrouper avec simplement une seule entité financière, pour qu'ils puissent racheter vos différents prêts pour vous payer simplement, en fait, un versement au lieu de 3000 versements partout? Enfin, j'abuse 3000 mais genre, plusieurs versements. Essayez de trouver des solutions parce qu'au final, vous allez voir que ça peut très bien vous aider de faire ce genre de choses que d'avoir, plusieurs, entités financières qui vous prélèvent de l'argent, alors que vous pouvez très bien vous faire racheter vos dettes et payer simplement un versement par une seule entité financière. Mon tip number 6, c'est, bah, du coup, automatiser vos paiements. Donc je vous en ai déjà parlé, mais juste, là-dessus, une autre chose que je voulais aborder et que j'ai oublié d'ailleurs, c'est que lorsque vous automatisez vos paiements
Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Lorsque vous automatisez vos paiements, faites en sorte de automatiser des paiements que vous pouvez en fait, qui sont, en fait, réalistes. C'est-à-dire, j'ai fait souvent l'erreur de pouvoir, allez, mettre trop quand j'essayais d'automatiser mes paiements et c'est pour ça que je reprenais toujours dans mon compte épargne parce que je mettais trop à chaque fois, j'automatisais trop. Donc il est mieux de commencer par petit et de voir en fait, au final, est-ce que ça fonctionne et après mettre plus que mettre trop et de reprendre dans votre compte épargne. Surtout si c'est un compte épargne où vous pouvez pas retirer de l'argent. Donc bien réfléchir, c'est pour ça que créer votre budget va vous aider, bien réfléchir à l'avance sur ce que vous mettez pour automatiser. Parce que si, par exemple, vous me dites: «Oh, je vais automatiser 100 € par mois». Vous mettez 100 € par mois sur un compte épargne qui est bloqué, que vous pouvez pas reprendre l'argent. Et ben, si à la fin du mois, vous êtes coincé, ça vous met un peu dans la mierda. Voilà. Donc du coup, faut bien réfléchir à comment vous automatisez vos paiements. Mettez moins pour être sûr que vous avez quand même de l'argent qui vous reste, que mettre plus et être coincé et être sans argent. Et vous pouvez toujours augmenter au fur et à mesure. Et c'est surtout que si vous automatisez de l'argent sur des comptes où vous pouvez récupérer, un compte épargne ouvert, et ben, au moins, en mettant moins, ça vous évite de faire cette mauvaise habitude de récupérer à la fin du mois. Type numéro 7, c'est de commencer à investir le plus tôt possible. Alors, l'investissement, c'est un sujet aussi touchy. Beaucoup de gens pensent mal de l'investissement, beaucoup de gens adorent l'investissement. Personnellement, je n'ai pas encore commencé à investir, mais je vous en parle parce que ça fait partie de mes plans en 2026 de pouvoir investir. Et ça va être un autre tips après, mais quand vous avez cette possibilité que financièrement vous êtes stable, vous avez votre épargne de précaution, vous avez, déjà peut-être mis déjà de côté pour vos différents goals, et ben, vous pouvez vous créer de la richesse. Et la manière de créer de la richesse, ce n'est pas forcément de mettre que de votre argent dans un compte d'épargne. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire pendant des années. La meilleure manière de créer de la richesse, c'est d'investir. Et moi, je vous parle d'investir en bourse parce que je suis des personnes qui investissent en bourse et qui aident à investir en bourse de manière safe, d'accord? Et en fait, la bourse, c'est risqué. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, de pas faire tout toute seule ou faire n'importe quoi. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, et c'est marrant parce que les banques commencent à faire ça puisqu'ils ont ouvert eux-mêmes leur propre plateforme d'investissement. Je sais qu'en tout cas, ma banque le fait. Mais quand vous mettez dans un compte épargne, le taux d'intérêt que vous recevez sur l'argent que vous avez mis est complètement différent que sur ce que vous pouvez récupérer en bourse pour le même temps, en fait. Et ça, je vous parle parce que c'est des choses que je m'éduque à ce niveau-là et c'est quelque chose qui est vrai aussi. Maintenant, les banques aussi mettent en avant le côté investissement. Je ne sais pas comment ça se passe en France parce que je n'ai pas de banque française. Mais par exemple, je sais que ma banque en Angleterre, qui est Barclays, quand vous essayez d'ouvrir un compte épargne, ils vous parlent de l'investissement en bourse. Ils vous disent: «Quels sont vos avantages d'investir en bourse et quels sont vos avantages de mettre votre argent dans un compte épargne?» Et ça vous permet de savoir, bah, OK, en fait, j'ai un meilleur rendement en investissant en bourse qu'en mettant dans un compte épargne. C'est simplement qu'en fait, le compte épargne, c'est la safety comparé à la bourse qui, forcément, on sait que les marchés financiers, bah, c'est risqué. Mais c'est comme tout. En fait, les marchés financiers peuvent pas être hauts tout le temps, en fait. C'est normal, c'est la loi de polarité. Quand il y a du haut, il y a du bas aussi. Donc, au bout d'un moment, c'est normal qu'ils vont baisser. Mais il faut penser sur le long terme, sur le rendement que vous pouvez faire. Et c'est pour ça que s'éduquer là-dessus, se faire accompagner, c'est la meilleure stratégie que vous pouvez faire. Donc, à partir du moment où vous avez la possibilité d'investir dans une formation ou de vous faire accompagner, ce que je conseille, c'est de commencer à investir. Mon huitième type et qui accompagne du coup mon septième type, c'est de s'éduquer. S'éduquer au niveau financier. Si vous n'avez pas eu cette possibilité, éduquez-vous au niveau financier le plus rapidement possible. L'erreur que moi j'ai fait, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne à l'école et je me suis éduquée financièrement parlant très très tard. Bon, j'avoue, c'est pas si tard que ça, à 25 ans. Mais j'aurais pu très bien le faire plus tôt. Et la jeune génération aujourd'hui, la majorité, ce que je vois de la Gen Z, ils sont
très bien éduqués financièrement parlant. Et c'est très, très bien, vraiment, parce que je pense qu'on peut faire de la différence. Par exemple, quand vous avez 20 ans et vraiment créer de la richesse, si c'est ce que vous souhaitez. Donc, éduquez-vous financièrement. Vous pouvez très bien trouver des bons conseils. Suivez les comptes Instagram de personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Bien évidemment, regardez bien à chaque fois les informations. Regardez bien les avis des formations que vous utilisez. Tout ça, c'est très important, mais c'est pour ça que je vous parlais de commencer à investir dans la bourse parce que moi, je suis des personnes qui aujourd'hui, ont établi vraiment, on va dire, un patrimoine, une richesse grâce à la bourse et qui en fait, éduque les autres sur le même sujet. Donc éduquez-vous, c'est rien que pour écouter des vidéos, des podcasts à ce sujet, c'est gratuit. Donc il vous faut pas 30 000 € pour pouvoir commencer et s'éduquer, hein. Vous avez simplement à écouter des informations pour comprendre comment ça fonctionne et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez peut-être effectivement vous faire accompagner et acheter des formations. Tips number 9, c'est de discuter d'argent avec vos proches. Comme je disais, l'argent, c'est assez touchy. Mais en parler avec vos proches, je trouve que c'est assez libérateur parce que souvent on est dans des situations et on sait pas forcément comment s'en sortir et on garde tout pour nous. Alors que peut-être que vos proches, ils ont vécu la même chose et qu'ils seront les meilleures personnes pour pouvoir vous aider à vous en sortir. D'accord? Et c'est pour ça que, par exemple, rien que ce podcast-là, ça vous permet d'apprendre de mes erreurs et de pouvoir faire de meilleurs choix que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Donc, n'hésitez pas à parler à vos proches de certaines choses que vous avez, de certaines situations que vous avez vécues ou de choses que vous souhaitez faire mais niveau financier, mais que vous savez pas. Donc, voilà, discuter avec vos proches, ça peut vous aider à avoir des conseils de personnes qui ont déjà vécu cette situation. Mais par contre, le tour de revers, c'est du coup mon tips number 10 et le dernier tip, c'est de ne pas se faire influencer. Alors, parler à ses proches, c'est bien, mais par contre, il faut pas se faire influencer. Parce que beaucoup de gens, ils vont projeter leurs peurs sur vous. C'est-à-dire qu'une personne qui a peut-être eu une mauvaise expérience, par exemple, en bourse. Une personne qui a une mauvaise expérience à investir dans la bourse. Et vous souhaitez vous investir dans la bourse, elle va vous dire, ah non, mais moi j'ai fait ça, franchement, ça fonctionne pas, ah non, non, j'ai tout perdu, hein, donc moi je te conseille pas. Ça, c'est parce que c'est son expérience personnelle. Peut-être qu'elle ne sait pas, cette personne-là, elle ne s'est pas formée, elle n'a pas eu les bonnes informations, elle a fait n'importe quoi, et du coup, elle en a eu une mauvaise expérience. Mais ça veut pas dire qu'elle a eu une mauvaise expérience que vous allez avoir une mauvaise expérience. Je vais juste boire. Donc c'est pour ça que il faut juste avoir le bon équilibre entre discuter avec ses proches, mais aussi ne pas se faire influencer. Parce que vous allez avoir des gens, ils vont projeter leur peur sur vous et que du coup, s'ils projettent leur peur sur vous, ça va vous freiner d'aller plus loin. Donc faites bien la différence entre les deux. Et c'est à vous d'utiliser votre propre jugement pour savoir ce que vous pouvez vraiment faire. Voilà, je vais juste répéter les 10 tips. Donc mon premier, c'est d'ouvrir un compte en banque dès que vous percevez de l'argent. Le deuxième, c'est, d'identifier vos goals financiers. Le troisième, c'est donc d'identifier vos croyances limitantes face à l'argent. Mon quatrième tip, c'est d'ouvrir différents comptes en banque, avoir plusieurs cartes et de créer votre épargne de précaution ou plusieurs, du coup, comptes comme vacances, plaisirs et cetera. Tip number 5, c'était de créer un budget. Tip number 6, c'est de automatiser vos paiements. Le tip numéro 7, commencez à investir le plus tôt possible. Tip numéro 8, éduquez-vous. Tip numéro 9, discutez d'argent avec vos proches. Et le tip numéro 10, de ne pas vous laisser influencer. Voilà les amours. J'ai terminé cet épisode. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. C'était moins dev perso, mais je trouvais que c'était super important. Ça fait longtemps que je voulais faire cet épisode parce que je suis vraiment aussi dans ce mood en ce moment où je suis focus de fou sur, sur tout mon rapport à l'argent, ma santé financière, c'est très important. On avance dans un monde qui est de plus en plus cher, donc faites attention à vos finances, éduquez-vous. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à envoyer cet épisode à une personne qui a besoin d'entendre ça et qui peut-être struggle, qui a du mal aujourd'hui avec l'argent aussi. Peut-être que ça va les aider, qui sait. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Feel Positive. Bye tout le monde!